Alors Nelly, peux-tu donc nous commenter ce que nous voyons, les armes utilisées est-ce qu'il s'agit de séquences prédéfinies ou les guerriers agissent-ils, j'allais dire, de façon intuitive? Est-ce que les séquences que nous voyons sont des séquences pré-chorégraphiées? Ouais, complètement. C'est vraiment complètement codifié, puisque chaque geste a sa raison. Et c'est des formes qui sont, comment dire, à force de les répéter. Il y a quelque chose qui est extrêmement important dans la discipline, c'est la répétition. C'est-à-dire, une des choses, quand tu es initié au Kalaripayat par un maître, il te fait faire un mouvement spécifique, dont on aura l'occasion de reparler, et il te dit quelque chose, c'est reviens ici tous les jours. C'est la notion de répétition qui est extrêmement importante. Après, ça s'adapte au monde moderne. Si tu viens un cours 2 fois par semaine, c'est déjà énorme, quelque chose. Mais la répétition, donc c'est des entraînements, des séquences qu'on refait tout le temps et qui ont une action sur toutes les dimensions de l'être. La dimension physique et la dimension mentale et émotionnelle. Quelles sont les armes utilisées? Ce sont des koutars? Non? Oui, c'est des sortes de couteaux que nous on appelle des dagues, ou en malayalam, qui est la langue du Kerala, on appelle katara. Katara. Et là, voilà, c'est un entraînement complètement ordinaire que j'ai filmé. Il n'y a rien de particulier. Voilà. C'est la première arme en fer qu'on utilise dans l'entraînement. Il y a une progression en fait évidemment dans l'entraînement, où chaque mouvement t'amène à préparer ce qui suit après. C'est ça qui est assez formidable. Chaque mouvement a 3 dimensions. Il y a une dimension martiale, une dimension thérapeutique et une dimension pédagogique. C'est optimal. Il n'y a rien à enlever, rien à ajouter. Ça s'est transmis depuis des millénaires et ça fonctionne comme ça. C'est assez fabuleux. Chaque posture est un océan. À ce propos, justement, si on devait dater le Kalaripayat, j'allais dire, quand a-t-on vu pour la première fois son apparition? Moi, je dirais depuis que l'humanité existe. Après, il y a toute une histoire. Et là, on peut poser des dates historiques avec des évolutions, des passages clés dans l'évolution de la pratique. Et on est en pleine histoire. Ça a commencé avec les tribus d'indigènes du Kerala qui chassaient. Toutes les postures animales, elles viennent de là. Parce que si tu veux approcher un animal, il ne faut pas que tu aies une forme d'homme. Sinon, il fuit. Et puis, il faut avoir une attitude martiale. Ensuite, ça s'est encore transformé avec le bouddhisme et toute cette recherche énergétique et non violente. C'est-à-dire que ce que tu détruis ou neutralises, non pas ce que tu détruis justement, ce que tu neutralises à un moment donné, tu dois être capable de renverser la vapeur, de le restaurer. Donc ça, c'est toutes les armes en bois qu'on est en train de voir. Ça, c'est la première, le bâton long. Après, il y a un bâton court. Il y a toute une série d'armes spécifiques au Kalari qui agissent sur les points énergétiques. Et après, il y a la venue des Aryens, où là, c'est encore une autre dimension, où là, par exemple, tu coupes, tu tranches. C'est avant, après. Et c'est la mort, c'est l'intégration de la notion de la mort. Ce qui est passé est passé. Et ça, c'est les armes en fer, dont on a vu la première, la dague, après t'as épée, bouclier, lance, enfin il y en a aussi toute une série. Celle qui est très connue, en général, c'est l'urumi, c'est le fouet, le double fouet métallique, ou l'épée à double tranchant, souple. On dit aussi que le Kalaripayat est à la base du cirque indien. C'est une base pour beaucoup de disciplines artistiques. Autant c'est ce que je disais par rapport à l'Odissi. Christelle est enseignante et pratiquante d'Odissi. L'Odissi, Bharatanatyam, toutes ces danses Kathakali qu'on retrouve dans le sud de l'Inde, souvent se sont inspirées à la base du Kalaripayat, de ses postures, de ses axes. Et on retrouve beaucoup de similitudes dans les entraînements de base. Je parle pas des spécificités artistiques, esthétiques. Je retrouve beaucoup de choses dans ce que tu dis qui me touchent beaucoup par rapport à mon chemin dans la danse et beaucoup de choses similaires. Oui.
Voilà, c'est toujours comme ça qu'on termine les entraînements. Un étirement complet, et on remet tout en place et on s'apaise. On revient, on rentre à la maison. On revient dans son centre, on se met en terre. Il y a des rituels comme ça d'entrée, de sortie dans la discipline qui sont très importants. On travaille beaucoup avec les symboles. Pas quelque chose c'est pas une religion, c'est pas de la superstition. C'est vraiment le travail du symbole profond qui permet un placement mental qui est essentiel dans le développement du mouvement. Donc on le voit. Ouais. Le rite permet de couper avec le quotidien pour rentrer dans un autre espace où tu peux plus facilement te concentrer par rapport à cette pratique. Je voulais dire, est-ce que c'est une question et en même temps une affirmation? Qu'est-ce que tu en penses par rapport au rituel? Comment tu vis le rituel quand tu rentres dans ta pratique? Est-ce que c'est un moment d'intériorisation? Est-ce que c'est un moment de... Oui, c'est clair, ça crée un espace où ça devient de plus en plus... la concentration devient plus forte quand je rentre dans le Kalari. Par rapport, je vous expliquerai tout à l'heure, il y a trois endroits... il y a 3-4 endroits spécifiques auxquels on se relie. Mais après, c'est des choses que j'amène après dans mon quotidien à l'extérieur. Parce que vraiment, je témoigne que la pratique du Kalari m'a transformé mon quotidien, même en dehors du Kalari, c'est mon chemin, quoi, ça. Là, c'est des danses tribales. Dans les collines, il y a, comme un peu partout dans le monde, les tribaux ont été dépossédés de leurs terres et se sont réfugiés dans les hauteurs. Et même maintenant, sont même en train de se faire déloger du peu d'espèces qu'ils avaient réussi à se préserver. Et ils ont perdu beaucoup, ils ont perdu leur système médicinal en grande partie, mais ils n'ont pas encore perdu leur rite de danse et de musique. Donc là, on a un rythme d'otuku. C'est l'instrument qu'on voit, les hommes sont au centre, et une danse. Que j'ai réussi à attraper quelques images. Il y a des associations qui sont en train qui sont montées, qui sont en train d'avoir des actions pour préserver ce qui est encore à préserver. C'est une grande richesse, un patrimoine de l'humanité là. Et en Kalari, on travaille pas mal avec les tribaux parce que souvent c'est eux qui vont nous chercher des plantes qu'on utilise pour nos médecines dans les montagnes ou plus leur connaissance, mais qui ont quasi disparu.